Coucou les triconautes, aujourd'hui on va parler d'un sujet très sérieux pour nous, triconautes acharnés bien entendu. Les techniques qui compliquent inutilement ton tricot. Oui, celles qui te font demander mais pourquoi j'ai fait ça, tout en étant secrètement ravi de dire c'est moi qui ai fait ce chef-d'œuvre. Parce que soyons honnêtes, pourquoi se contenter de tricoter seulement du jersey de temps en temps, alors qu'on peut se lancer dans un châle absolument magnifique, ajouré avec des noppes estoniennes, des perles, et si fin qu'il se confondrait avec une toile d'araignée. Le tricot, c'est comme la vie. C'est plus drôle quand c'est inutilement compliqué. Et aujourd'hui, je vais donc te montrer les 6 techniques que l'on adore mettre dans nos tricots pour compliquer inutilement les choses. Ces techniques qui te feront à la fois rire, pleurer, voire te feront carrément perdre la tête. Allez, c'est parti. Première technique, tricoter avec des aiguilles miniatures. Ces petites merveilles sont bien souvent utilisées pour réaliser des ouvrages en dentelle, extra fines bien entendu, ou pour tricoter des miniatures, comme des mini amigurumi en tricot. On ne se moque pas, ça existe. Ou des chaussettes pour poupées, des détails minuscules sur des vêtements, ce genre de petite folie quoi. Mais alors pourquoi tricoter avec des aiguilles aussi fines? Déjà parce que le résultat est absolument époustouflant en général. Pour la dentelle, on parle ici de pièces qui sont si légères et délicates qu'elles pourraient passer à travers un anneau. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, c'est une vraie tradition dans les îles Shetland et même ailleurs. Les fameux châles d'alliance, ils sont pas tricotés avec des aiguilles 12. Non. Puis c'est un peu une sorte de rite de passage. Pour les triconautes les plus ambitieux, bien entendu. C'est comme dire « Regarde, j'ai survécu à ça ». Mais ne te méprends pas, ce n'est pas qu'une question de patience. Non, il y a plus que ça. Ces aiguilles minuscules transforment vraiment ton tricot en art de précision, voire même en sport, carrément. Je pense qu'on peut même y aller à ce niveau-là. Chaque maille doit être parfaite. Et bien sûr, tout ceci exige une précision chirurgicale. On n'est pas loin de l'opération à cœur ouvert. En vrai, tricoter avec des aiguilles miniatures, donc quand je dis miniature, c'est du 2,5 mm, voire moins, c'est vraiment un acte d'amour pour le détail. Oui, c'est long, clairement. Oui, c'est frustrant, clairement aussi. Mais le résultat en vaut toujours la peine. Et en plus, si on est sincère, c'est une excellente excuse pour investir dans un kit de loupe et de lampe LED. Oui, parce que là, à ce niveau-là, il faut s'équiper, faut être pro, on n'y va pas nu et cru comme un verre. Alors oui, bien sûr, ça risque d'être douloureux, mais une fois que tu auras testé, tu seras à la fois fasciné et terriblement fier de toi, tout en tombant doucement mais sûrement dans une sorte de folie douce. Mais crois-moi, quand tu y auras goûté, tu ne regarderas plus jamais ton tricot de la même façon. Et puis, qui sait, tu découvriras peut-être un talent caché pour les miniatures, ou les travaux d'horlogerie, si tu veux te reconvertir. Deuxième technique, adopter les motifs estoniens et Shetland. Moi j'adore ces motifs, je pense que ce sont mes préférés. Ces petites boules de dentelle qui à première vue semblent tout à fait innocentes et absolument mignonnes, mais une fois que tu les tricotes, tu te rends compte que c'est une arnaque émotionnelle, parce que faire une nappe, c'est ajouter entre 5 à 8 mailles à ton tricot. Et les faire passer ensemble au rang suivant. Yup, 8 mailles, une par une. Et si tu rates, on recommence. Mais on va se l'avouer, le résultat est absolument magnifique. Les nappes ajoutent de la texture, de la profondeur et un petit je ne sais quoi d'unique à ton ouvrage. Si on passe maintenant à la dentelle Shetland, on est à peu près sur le même registre. Ces motifs, ce sont de vraies œuvres d'art. Il y en a certains qui sont extrêmement simples, il y en a d'autres qui sont extrêmement complexes. En général, j'aime bien comparer ça à un jeu de lumière, clairement, avec ces ajourés qui dansent sur ton ouvrage et une délicatesse qui te ferait presque peur de porter le châle fini, de peur de le défaire, on sait jamais. Mais ce qui est fascinant en fait avec les motifs Shetland, c'est qu'ils sont inspirés de la nature en général. Des fleurs, des vagues, des coquillages. Et vraiment, ça les rend unique, toujours avec une sorte de background historique qui les suit. Donc même le projet le plus simple du monde semble porter à travers lui une histoire extraordinairement forte. Alors pourquoi s'amuser dans les motifs les plus complexes, tu vas me dire ? Pourquoi? Quel intérêt de se prendre la tête sur ça? Déjà parce que c'est beau, mais aussi c'est une manière de se connecter à l'histoire du tricot. Le tricot, c'est pas que du jersey, c'est pas que du point mousse non plus. Ces motifs, ils ont en général traversé les siècles, des petits villages d'Estonie aux belles plaines Shetland. Et puis, soyons honnêtes, tricoter ces motifs, c'est une victoire à chaque fois. Se dire, waouh! J'ai réussi à faire ça. Je parle même pas des diagrammes qui ressemblent plus à des plans de métro qu'à des diagrammes de tricot. Mais c'est aussi ça qui rend l'expérience unique. Et franchement, une fois que tu bloques ton ouvrage et que tu le vois se révéler devant toi, mais quelle récompense! Ça valait tout le travail du monde. Ouais, je vais être sincère, c'est exigeant. Oui, clairement, on fait pas ça devant une série. Ou alors un motif simple. Mais t'es même pas obligé de commencer par des choses qui te font t'arracher les cheveux. Tu peux juste les inclure dans des modèles qui sont extrêmement simples. Par exemple, inclure une petite noppe à un endroit, sur le bord d'une manchette,
pas obligé de le faire en all over avec de la dentelle et compagnie. Tu peux juste l'introduire à petite dose dans ton tricot. Juste pour tester ta patience, ton savoir-faire et ton amour du tricot aussi. Troisième technique, et on n'est pas très loin de nos motifs shetlandais et estoniens, c'est tricoter avec des motifs japonais. Alors, il est où le piège? Là, comme dans les motifs Shetland et estoniens, on doit être sur une perfection nickel. Faut que ça soit nickel, hein, de toute façon, parce que si tu commences à mélanger les mailles, finalement, je vais faire plutôt comme ça et pas comme ça, généralement, ça va pas donner du tout le même rendu. Et vraiment, une seule erreur peut ruiner l'équilibre du motif entier. Surtout qu'en plus, en général, ils sont assez chargés, donc... Puis il y a les fameux diagrammes. Hein. Oui, il faut apprendre à déchiffrer ces diagrammes, clairement. Et ça ne se lit pas toujours de la même façon que nos diagrammes occidentaux. Hein. Pourquoi s'affliger ça? Parce que c'est absolument magnifique. Déjà, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment une des raisons principales. Les modèles japonais sont des chefs-d'œuvre à eux tout seuls. C'est très à la mode en plus. Hein. Je pense que tous les designers aujourd'hui utilisent des motifs japonais régulièrement dans leur design. Ça a une sorte d'élégance intemporelle. Ça va avec énormément de types de laine différents. Et ça donne vraiment une dimension presque artistique au tricot pour les motifs les plus complexes. Si tu veux te lancer dans les motifs japonais, je te conseille de commencer petit. Peut-être un bonnet ou un échantillon pour démarrer. Pour te familiariser avec les diagrammes, la technique, la façon de lire. Mais vraiment, prépare-toi parce que ça peut être un vrai défi, surtout si tu utilises des versions non traduites. Mais une fois que tu maîtrises ces motifs, tu pourras plus t'en passer. C'est simple, t'en mettras partout. En bordure, sur le corps, sur les manchettes, vraiment partout. Parce qu'honnêtement, il n'y a rien de plus satisfaisant que de terminer un ouvrage et de pouvoir dire « Ah ouais, là on est sur un beau motif japonais là ». Puis c'est aussi une forme de méditation. Comme on est sur des modèles qui sont en général assez complexes, ça nous force à ralentir, à prendre le temps, à se concentrer et à être dans le moment présent. C'est un exercice de patience aussi. Et une manière vraiment de se connecter à son tricot. Puis aussi, c'est une excellente façon d'impressionner ton entourage également. Parce que crois-moi, personne ne pourra rester indifférent ou indifférente à ces motifs. Hein. De quoi? Oh, ça? Oh, un simple petit motif japonais que j'ai testé comme ça sur le pouce. Crois-moi, tu vas les épater. Quatrième technique, insérer des perles dans ton tricot sans tout faire tomber. Le tricot avec les perles, c'est un peu le tricot pour les perfectionnistes. Parce que oui, quoi de mieux que de transformer une activité qui est déjà assez minutieuse en un exercice d'équilibre qui risque de complètement ruiner ton projet entier. Spoiler, une fois que tu maîtrises la technique, ça se passe beaucoup mieux. Et le résultat est tellement beau que généralement, on oublie toute la difficulté qui va avec. Mais pourquoi tricoter avec des perles précisément? Déjà parce que ça va apporter de la lumière, de la texture à un ouvrage, quelque chose de différent de ce qu'on voit d'habitude. Ça va donner un éclat supplémentaire. Pour un châle de soirée, un petit bonnet ou un bandeau un peu chic, ça donne un petit truc en plus. Je dis pas qu'il faut en mettre partout, je dis que de temps en temps c'est bien. Et ça donne à ton tricot un petit côté bijou. Mais attention, c'est pas aussi simple que de tricoter du jersey classique. Hein. Non, tricoter avec les perles, ça demande de la précision, de la concentration, de la patience et de la réflexion. On va pas choisir n'importe quelle perle pour son tricot. Elles doivent être assez grosses pour que le fil puisse passer, mais pas non plus trop grosses pour ne pas complètement alourdir l'ouvrage. Ensuite, il faut décider où les placer. Il faut pas les placer n'importe où. Il faut que ça mette en valeur le motif. Il faut que ça œuvre pour le motif. Et là, ça devient stratégique. Est-ce que tu les insères dans les mailles? Est-ce que tu les laisses plutôt flotter un petit peu par-dessus? Vraiment, c'est une vraie réflexion. Hein. En vrai, tu peux utiliser des perles pratiquement sur tous tes tricots. Sur un châle pour ajouter de l'éclat, un bonnet ou même un pull pour un détail un petit peu original. Mais attention, plus l'ouvrage est grand, plus les perles auront un impact sur ton tricot. Parce qu'il y aura forcément plus de perles. Et en fait, les perles, elles vont changer la structure et le drapé, la façon dont ton tricot tombe. Donc ça change la structure du tricot. Donc faut pas faire ça n'importe comment non plus. Hein. C'est pas juste « Oh, je glisse une perle et puis pif paf pouf, ça va très bien le faire. Hein. » Non, l'idée c'est que le résultat reste unique, élégant et surtout qu'il serve le motif, pas qu'il le cache. Ça sert à rien de mettre des perles si celles-ci vont complètement manger le motif derrière. Hein. On veut qu'elles viennent le souligner, le mettre en valeur. Ah, c'est comme tout, ça se dose. Hein. Sixième technique, les torsades sans aiguille auxiliaire. Alors ça, il n'y a rien qui t'oblige à le faire. Hein. Si, un seul élément, c'est quand tu es dehors, par exemple, et que tu n'as pas d'aiguille auxiliaire sur toi. Ou alors que tu es en train de tricoter et qu'en fait, ton modèle te dit de commencer à utiliser une aiguille auxiliaire pour faire ta torsade et que tu l'as pas pris avec toi, pour une raison X ou Y, et que tu as une flemme monstre d'aller la chercher, ou que tu n'en retrouves pas aussi. Ça m'arrive tout le temps. C'est pour ça que maintenant, j'en ai plein. Comme ça, je me prends plus la tête sur ça. Rien que le mot torsade, ça inspire le respect, quoi. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça vieillot et blablabla, mais moi, j'adore ça. Et clairement, tricoter des torsades sans aiguille à torsade, ça paraît impossible dit comme ça,
mais c'est tout à fait faisable. C'est presque grisant, j'allais dire. Mais attention, ça peut partir en cacahuète à n'importe quel moment. Hein. Moi, j'utilise le fait de tricoter des torsades sans aiguille à torsade pour gagner du temps parfois, pour pas avoir à switcher, prendre l'aiguille à torsade, mettre la maille dessus, repasser, etc. Direct, croisement sans aiguille à torsade, ça va plus vite. Ça peut être aussi pour voyager léger parfois, ou tout simplement parce que j'ai oublié, comme je l'ai dit. Ça arrive plus souvent que j'oublie. Mais où est ma tête? Où est ma tête? Puis parfois aussi, c'est tout simplement pour le défi. Hein. On voit une petite torsade, on se dit « Oh, ça, easy, sans aiguille. » Je fais ça comme ça, vite fait, au pied levé, et ça va passer nickel. Et en général, ça passe nickel, ou pas. Mais en général, ça se passe bien. Le piège principal, c'est surtout de ne pas lâcher les mailles. Oui, c'est frustrant, hein. Bien sûr, quand on fait ce genre d'acrobatie, on garde toujours un crochet à portée de main. Hein. On fait pas ça sans filet. Hein. Si on a réussi à caler une ligne de vie en plus juste en dessous, c'est encore mieux. Mais le petit truc, quand tu veux faire des torsades sans aiguille à torsade, donc c'est tout simplement en fait sortir les mailles de ton aiguille, les tenir et puis inverser le sens. Hein. Donc c'est-à-dire que ce sont des mailles qui sont flottantes, comme on dit. Donc comme elles sont flottantes, il n'y a rien qui les tient. Donc comme il n'y a rien qui les tient, les seules choses qui vont les tenir, ce sont tes doigts. Donc c'est pour cela qu'on dit qu'il faut pincer sous les mailles. Il faut bien pincer et bien tenir surtout. Parce que si tu lâches, forcément, il y a tout qui va descendre comme ça. Aussi, quand on fait des torsades sans aiguille à torsade, il faut avoir une tension qui est nickel, hein, ni trop lâche ni trop serrée. Donc forcément, ça demande un peu de pratique. Si tu débutes, commence pas par ça. Fais ça avec des aiguilles à torsade tranquillou pilou. Et puis après, quand tu maîtriseras les torsades, tu pourras y aller sans aiguille à torsade. Mais pour les premières fois, avec aiguille à torsade. Pas de stress, ok? À propos du stress, ça aussi, c'est quelque chose à éviter. Si jamais tu perds les mailles, il faut pas paniquer. Parce que tu vas paniquer, tu vas faire « Oh mon Dieu, j'ai tout perdu !» Et comme t'as tout perdu, forcément, ça se défait encore plus. Bref, on veut pas ça. Donc si tu perds des mailles, no panique. On va y arriver, on va récupérer tout ça, ok? On respire un grand coup. Alors, quand c'est que c'est le meilleur moment d'utiliser les torsades sans aiguille à torsade? Le meilleur moment, ça sera pour les petits croisements, genre 2 mailles sur 2 mailles par exemple. Pour les torsades plus larges, c'est possible, mais une bonne aiguille à torsade restera quand même toujours plus pratique. Très utile aussi pour les projets qui ont beaucoup de torsades, genre pull irlandais, écharpe torsadée, bonnet. Et oui, je vais le dire, hein, c'est effrayant au début. Ouais, mais une fois que tu maîtrises la technique, quel plaisir, quelle rapidité, quel soulagement de ne pas dépendre d'un outil. Enfin, une autre technique, tricoter avec plusieurs fils. Et ici, je ne parle pas forcément de jacquard. Le jacquard est complexe, on est d'accord, mais là, on va parler clairement de tricoter avec plusieurs fils. Et tu pensais que tricoter avec un seul fil, c'était déjà pas mal? Attends un peu de découvrir le tricot à fils multiples. Plusieurs pelotes, plusieurs fils, en même temps. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, j'ai envie de dire. En général, ça se fait avec, par exemple, un fil de fingering et une mohair. Un mohair, une mohair. Il y en a qui disent là, il y en a qui disent le. Je sais plus. Un petit mérino classique avec un fil métallisé. Tu l'auras compris, l'idée c'est soit d'ajouter un petit côté bling bling, soit d'ajouter un petit côté moelleux, soit d'avoir encore quelque chose qui est un petit peu plus épais. J'en ai même vu qui faisaient avec 3 fils différents. Un fil nuancé, un fil classique et un fil mohair. Bon, excellente excuse, tu me diras, pour avoir un stock de laine démesuré. Hein. La principale problématique, c'est le côté où ça s'entortille tout le temps. Parce que gérer plusieurs fils, c'est pas toujours très simple. Hein. Ça s'en mêle, ça glisse, ça fait des nœuds, les pelotes sautent, elles s'en mêlent, catastrophe en vue quoi. Puis, je vais être sincère, hein, c'est sympa, hein, mais c'est pas très portable. Hein. Déjà, parfois, avec une pelote, j'ai du mal, mais dès qu'il y en a 2 ou 3, mais alors là, cata! À moins d'avoir une valise à roulettes, je vois pas comment on fait. Hein. Déjà que Matou se plaint du nombre de sacs tricot qu'il y a dans la maison. Hein. Si en plus je lui dis maintenant qu'il va falloir qu'il y ait des valises à roulettes un petit peu partout, il va péter un plomb. Hein. Pauvre Matou. Bon, en général, on ose ce chaos généralisé pour avoir une texture un petit peu différente ou même avoir des couleurs légèrement différentes. Un effet un peu marbré. Un rendu assez unique qui est très difficile à reproduire. Ça peut être aussi quand tu veux utiliser toutes tes fibres préférées d'un coup et que tu n'arrives pas à choisir. Par contre, le truc, c'est qu'une fois que tu as tenté le tricot un peu en groupé comme ça, soit tu adores, soit tu détestes, mais si tu adores, en général, tu vas faire que réfléchir en groupé. Tu vas réfléchir à des combinaisons de laine. Ah, et si je tentais ce mohair avec ce petit coton ici? Il y a un côté très artistique hein, dans cette version, parce que forcément, on crée une sorte de fibre qui est assez unique à nous et à ce que l'on souhaite. Mais pourquoi est-ce qu'on aime compliquer autant nos passions? Est-ce qu'on pourrait pas rester à un truc simple? En fait, au cœur de chaque passion se cache, au fond, un désir de dépassement de soi, qu'on soit débutant ou expert. Hein. On cherche souvent à repousser nos limites techniques, nos connaissances, nos capacités créatives. Tricoter une simple écharpe en point mousse, c'est sympa, c'est agréable. Mais ça ne demande pas le même investissement
émotionnelle ni intellectuelle que lorsque tu réalises un châle en dentelle estonienne. Alors, je dis pas qu'il faut tricoter ou crocheter que ça, hein, mais l'idée c'est d'atteindre l'excellence, se dépasser, et ça devient un peu comme un trophée personnel. En plus, cette quête, elle dépasse clairement le domaine du tricot, hein. C'est une manière d'exprimer un besoin universel d'accomplissement. Réaliser quelque chose de beau et complexe, qui peut sembler inaccessible pour la plupart des gens, mais qui est rendu possible grâce à ta persévérance à toi, à ta patience, à ton apprentissage, tes connaissances. Qui n'a jamais ressenti une vague de fierté quand on montre un projet qui a été particulièrement complexe à réaliser, ou en recevant des commentaires admiratifs? Ce phénomène est en plus amplifié par les réseaux sociaux, endroits où l'on partage en général nos réalisations. La reconnaissance d'autrui, que ça vienne de nos proches ou d'une audience en ligne, alimente cette motivation à aller vers des projets compliqués. C'est aussi une manière de se connecter aux autres, montrer ses expertises, mais aussi montrer ses galères, ses succès, ses échecs. Et c'est une façon de lutter contre la monotonie. C'est quelque chose que j'entends souvent sur le tricot, c'est que c'est monotone. Et c'est vrai, comme tout, le tricot peut devenir un petit peu répétitif. Surtout si on le limite à 2 points très simples. Et ajouter de la complexité à un tricot, comme intégrer des motifs ajourés, des torsades, des perles, ajouter une difficulté avec les aiguilles plus petites, ça transforme le tricot en expérience beaucoup plus stimulante. Ça introduit des défis, comprendre de nouveaux diagrammes, un nouveau langage, maîtriser un geste précis, une technique, ou même adapter un modèle. Cette diversité empêche l'ennui et ça rend les projets vraiment uniques. C'est aussi un moyen de garder la flamme de sa passion. Si on fait tout le temps la même chose, ça va être... Imagine manger tous les jours ton plat préféré. Exemple, j'adore la tarte au citron meringuée, j'adore ça. Mais si j'en mange tous les jours, mais je vais plus pouvoir la voir ni en peinture ni en figure, ma tarte citron meringuée. Le tricot, c'est pareil. Si tu fais toujours du point de jersey, si tu fais toujours du point mousse, tu pourras plus les voir ni en peinture ni en figure, hein. T'as beau adorer ça, au bout d'un moment, ça va devenir barbant, pour pas dire de gros mots. Puis tricoter des motifs complexes, c'est pas vraiment une tâche que tu fais en mode automatique, hein. Ça demande une attention particulière, une lecture attentive d'un diagramme. Ça force à ralentir, à se concentrer vraiment sur le moment présent. On est clairement sur de la pratique méditative là, à ce niveau-là, hein. Sauf quand on s'énerve, mais ça c'est une autre histoire. Complexifier son tricot, ça devient un exercice de pleine conscience. Une manière d'échapper à la frénésie du quotidien. Une manière de rejoindre les philosophies presque bouddhistes et stoïcistes qui valorisent la concentration sur ce que l'on peut contrôler ici et maintenant. Tricoter dans cette optique, ça devient une pratique introspective, presque spirituelle. Et ça peut sembler paradoxal dans une vie où on a plutôt tendance à prôner la facilité, la rapidité, l'efficacité, la productivité, beaucoup de T, hein. Nous, les triconautes, on trouve une satisfaction à ralentir, à investir du temps dans un processus minutieux, qui peut sembler d'ailleurs complètement obsolète par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Le tricot complexe devient une façon de se réapproprier le temps. Une façon de dire « je choisis de faire quelque chose pour le plaisir et non pas pour me soucier de la rapidité avec laquelle je l'exécute, ni du rendement. » C'est une pause qui est bienvenue. Nourriture rapide, livraison rapide, consommation rapide, tout est rapide aujourd'hui. Sauf le tricot, où on peut faire le choix que ça ne soit pas rapide, que ça demande du temps. Et c'est peut-être ça précisément qui en fait toute sa valeur aujourd'hui. En choisissant des techniques complexes, le tricoteur ou la tricoteuse affirme son désir de s'investir dans une activité qui demande du temps, de la patience et une certaine forme de résilience aussi. Un acte presque militant. On a aussi l'idée que la philosophie artisanale valorise souvent la notion que la beauté réside dans les choses les plus complexes qui demandent le plus d'efforts. Et cette idée trouve un écho tout particulier dans le tricot. Pourquoi se contenter de réaliser une écharpe en jersey ou en point mousse quand on peut investir du temps, mais pas que, mais aussi de l'argent, parce qu'il faut bien payer le matériel, payer la laine, dans un châle ajouré et délicat. Les techniques les plus complexes offrent souvent une esthétique qui est plus poussée. Tout ce qui est bon mûrit lentement, on le répète souvent, hein. Et cette expression « mais tu fais inutilement compliqué, pourquoi t'embêter autant ?» ça soulève vraiment de vraies questions. Qu'est-ce que c'est l'utilité? Si le but premier du tricot était de réaliser des vêtements ou des accessoires, pourquoi passer des heures sur des éléments décoratifs qui n'apportent en soi aucune fonctionnalité, on est d'accord? La réponse réside dans le fait que ça dépasse l'utilitaire. Rendre une activité inutilement compliquée, c'est un acte profondément humain. L'efficacité, c'est souvent considéré comme la norme. Et choisir la complexité, c'est un acte de rébellion douce. C'est dire, je fais pas ça pour aller plus vite.
Je le fais parce que ça a du sens pour moi, parce que ça me fait plaisir. Ça renverse l'idée que seul le résultat final, aka le tricot, compte. Le tricot final, le tricot que l'on va porter. Oui, c'est important, mais dans le tricot complexe, le processus aussi devient important. Donc c'est-à-dire ce n'est pas seulement la destination, mais aussi le voyage qui est intéressant. Et ça se retrouve partout. Je suis pas en train de développer quelque chose non plus de nouveau. Ça montre que l'humain, par son intelligence, sa patience, peut transcender la simple utilité, la simple nécessité en quelque chose de plus grand. Alors voilà, on a fait le tour de ces techniques qui, on va l'admettre, nous compliquent un petit peu plus notre vie de triconaute, mais qui au fond nous apporte tellement plus qu'un simple beau résultat. Oui, c'est plus compliqué, oui, c'est frustrant, mais c'est incroyablement gratifiant. Puis on va se l'avouer, c'est aussi super satisfaisant de s'entendre dire « Waouh, ce que t'as fait, c'est trop beau, c'est un chef-d'œuvre ». Parce qu'en réalité, ces techniques, même si parfois elles peuvent te pousser à bout, elles t'apprennent à être patient ou patiente, à persévérer, à aller plus loin et à apprécier le processus autant que le résultat. Tricoter, c'est pas juste un moyen de faire un pull ou un châle, c'est un voyage. Et parfois, les chemins les plus sinueux amènent aux plus belles créations. Alors n'hésite pas, lance-toi des défis techniques. Jamais testé de torsade? Vas-y, tente le coup. Jamais fait de dentelle? Pareil, lance-toi. Et surtout, amuse-toi, parce qu'au fond, c'est ça le vrai secret du tricot. Et toi, dis-moi en commentaire quelle technique te tente le plus, ou laquelle te donne envie de vraiment essayer. Et si tu as déjà testé une de ces techniques que j'ai citées, dis-moi ce que tu en as pensé. Partage ton expérience. Bien sûr, comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi pour ne pas rater les suivantes, mets un petit pouce en l'air pour me dire que tu as bien apprécié tout ce que j'ai dit. Et on se retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!